Borello, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur du groupe SOS, un groupe qui est présent en France et à l'international, spécialisé sur les thématiques d'inclusion sociale, qui regroupe aujourd'hui près de 750 structures, à la fois associatives, établissements de soins, établissements médico-sociaux. Et vous êtes aussi l'un des co-auteurs de cet ouvrage collectif, L'importance est toujours le CO2, qui est paru aux éditions Débat Public sous la direction de Michael Trabia d'Orange. Alors le groupe SOS est présent sur tout un champ de pans de politique publique rattachés à la question sociale, sur le travail, sur l'éducation, sur les questions d'inclusion. Mais vous écrivez dans ce livre, selon vous, que le social et l'écologique sont les deux faces d'une même médaille. Alors peut-être première question pour vous, comment est-ce que vous avez réussi à conjuguer social et environnemental? Et puis comment est-ce que vous-même, personnellement, vous en êtes arrivé à ces questions écologiques? Alors, effectivement, le groupe SOS est présent sur des tas de secteurs. Il y a 70 métiers, 10 grands secteurs, mais entre autres le sanitaire, le social, l'éducation et la transition écologique, mais aussi la culture et quelques autres. Et je crois que l'ensemble de ces secteurs sont liés. Alors, comment on peut faire en sorte d'avoir des ambitions doubles en créant des dispositifs qui permettent de répondre à la fois à des enjeux sociaux et à des enjeux de transition écologique? Si on prend un exemple parmi tant d'autres, nous gérons les épiceries solidaires, qui sont un réseau de 700 épiceries à travers le pays pour permettre à des personnes qui ont peu de moyens d'avoir accès à une nourriture convenable. Et nous avons des chantiers d'insertion dans les marchés d'intérêt nationaux. Donc on récupère des fruits et des légumes invendus qui théoriquement devraient être détruits. Donc premier sujet, ça permet d'éviter du gaspillage alimentaire. On les conditionne dans une entreprise d'insertion qui est sur place, entre autres, au marché international de Rungis, et qui permet de conditionner les fruits et légumes, et avec du personnel en insertion, qui apprend donc les métiers de la logistique, etc., on fait en sorte que ces fruits et légumes arrivent dans les épiceries solidaires. Et donc le troisième sujet, c'est permettre à des gens en difficulté, avant précarité, d'avoir des fruits et légumes de qualité dans les épiceries solidaires. Donc on évite du gaspillage alimentaire, on forme des jeunes gens et des jeunes filles au métier de la logistique, et enfin on apporte des produits frais et sains dans des épiceries solidaires ou qui, objectivement, sont souvent alimentés par des produits secs qui sont le fruit des collectes dans les supermarchés que tout le monde connaît. Donc ça, c'est typiquement un projet avec 3 objectifs en un. Et puis, on a développé des brigades nature qui, à travers tout le pays, permettent d'entretenir des espaces verts avec du personnel en insertion qui est formé, qui donc apprennent les métiers de la transition écologique et qui rendent des services aux collectivités territoriales qui sont nos principaux clients en gérant les espaces naturels, depuis les espaces communaux jusqu'à des espaces plus grands, puisqu'on gère entre autres en Camargue un très beau parc naturel, donc réserve de biodiversité, avec un chantier d'insertion. Et donc, encore une fois, on s'occupe du social parce qu'on forme des gens qui ne sont pas formés, on les rapproche de l'emploi. On permet à un parc naturel d'accueillir des visiteurs et donc faire la promotion de la biodiversité. Et enfin, on travaille sur la manière d'entretenir la nature en étant, en plus, avec ce souci de transition écologique et évidemment, d'espaces verts plus vertueux que de planter des centaines d'hectares de gazon et de les arroser au mois d'août. Donc voilà, typiquement, le genre de sujets qui sont des sujets à triple objectif, parce qu'il n'y aura pas de transition écologique qui pourrait se faire au détriment du social. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que depuis le soulèvement des Gilets jaunes notamment, on a eu toujours tendance à mettre dos à dos, à opposer fin du monde et fin du mois, et à dire que la question environnementale, elle était finalement une question de nantis, et qu'elle excluait une certaine partie des populations, et notamment les plus précaires. Et donc, vous parvenez d'une certaine manière, vous, avec votre modèle, à résoudre cette équation. Est-ce que vous rencontrez encore des difficultés quand même à confronter ces deux impératifs-là? Alors, c'est toujours plus difficile d'avoir 3 objectifs en même temps, mais c'est le sujet de l'entrepreneuriat social de manière générale, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'entreprise sociale que si on a un triple objectif économique, parce que le groupe SOS, c'est 24 000 salariés, et donc il y a une réalité économique à prendre en compte, mais en même temps, il doit y avoir une mesure précise de l'impact écologique et de l'impact social, de manière à, 1, mesurer, 2, s'améliorer au quotidien, en même temps, sur les 3 dispositifs.
J'allais précisément vous poser cette question-là, celle de l'impact et du modèle économique. Le groupe SOS est un groupe à but non lucratif. Donc comment est-ce que vous réussissez à jouer à la fois sur ce terrain d'un groupe à but non lucratif, de mesurer votre impact et d'avoir des résultats très concrets toujours sur le terrain? Alors, du point de vue économique, nous avons un parti pris qui est offrir des services d'excellence ouverts à tous, ce qui veut dire que nous avons des patients dans nos hôpitaux, des pensionnaires dans nos maisons de retraite qui ne sont pas tous en difficulté sociale ou économique. L'idée, c'est plutôt d'avoir un service de qualité qui peut à la fois accueillir des gens en difficulté économique et d'autres qui ne le sont pas. La particularité économique, c'est que ceux qui ont les moyens de payer payent, ceux qui n'ont pas les moyens de payer sont accueillis dans les mêmes conditions en prenant en compte leur capacité à payer. Donc ça, c'est sans doute le modèle économique. La mesure de l'impact, on a objectivement décidé de créer un outil qui s'appelle l'Impact Tank avec le monde universitaire, avec les grandes entreprises et avec les acteurs de la solidarité, SOS et quelques autres, pour essayer de mesurer systématiquement les impacts économiques, sociaux et environnementaux de nos actions. Et donc, le premier sujet pour s'améliorer, c'est d'avoir une mesure exacte de ce qu'on produit et, à partir de là, faire en sorte de prendre des dispositions parce que une maison comme le groupe SOS, c'est aussi des centaines de milliers de mètres carrés dans nos hôpitaux, nos EHPAD, nos dispositifs divers qui peuvent être des passoires thermiques parce que ça a été conçu comme ça il y a une vingtaine d'années, et donc là aussi une responsabilité d'employeur ou de gestionnaire d'immobilier de faire en sorte d'améliorer sans cesse nos dispositifs. On construit aujourd'hui les premiers EHPAD 100% en bois. On fait en sorte de rénover les hôpitaux qui sont en général d'immenses passoires thermiques dans lesquels on surchauffe et on ouvre les fenêtres pour avoir une température convenable. Donc faire en sorte, partout où c'est possible, d'utiliser dans un EHPAD qu'on finit de construire la géothermie plutôt que d'utiliser des ressources qui ne sont pas durables, et faire en sorte que sur le choix des véhicules, le choix des bâtiments, les orientations, systématiquement, soient pris en compte la réalité environnementale. Très bien. Alors, il y a un autre sujet qui vous tient très à cœur. Vous avez été éducateur, vous connaissez très bien l'environnement des jeunes. Et je sais que c'est un sujet que vous développez au sein du groupe SOS pour accompagner notamment un certain nombre de jeunes en difficulté. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui cet effort de pédagogie auprès de cette jeunesse-là pour lui inculquer ses valeurs écologiques et environnementales? Quelle forme de plaidoyer est-ce qu'on peut leur adresser? Je crois qu'il faut aller au plus près de ce que sont les jeunes, c'est-à-dire d'une part à l'éducation nationale où on a évidemment des interventions assez régulières sur des sujets majeurs autour de ce que vous venez de décrire, mais aussi comment fait-on pour résister aux fake news, et donc on a un dispositif appuyé sur des journalistes qui permet de travailler la réalité de l'information avec des jeunes pour faire en sorte qu'ils soient moins sensibles à un certain nombre de fake news. Et puis il y a sur l'ensemble de nos métiers la nécessité d'aller vers ces jeunes-là. Donc on a des dispositifs qui vont vers les jeunes dits NEETs, ceux qui ne sont ni en emploi, etc. On a des dispositifs qui leur permettent de découvrir un hôpital ou un établissement pour personnes âgées dépendantes. Ceux à qui ça convient de les accompagner en pré-apprentissage puis apprentissage, donc leur faire découvrir ces métiers du care pour aller vite. Je trouve que les gosses en difficulté, depuis l'époque où j'étais éducateur, c'est-à-dire il y a 45 ans, ont une appétence particulière pour les métiers du soin. Quand on a été soi-même en difficulté, je pense qu'il y a un vrai sujet qui est de s'occuper des autres. C'est plutôt un objectif qui passionne les jeunes. Et on a de belles réussites avec des jeunes qui étaient absolument sans occupation, qui finissent par entrer dans des processus d'apprentissage et qui sortent avec un métiers qui sont souvent des métiers en tension dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, etc. Et donc, accessoirement, ça leur permet de découvrir un métier, d'avoir un job et de sortir de leurs difficultés. Donc là aussi, il y a ce double objectif systématiquement d'insertion et de service à la population. Alors, il y a un autre concept qui revient de façon très régulière dans la partie que vous signez dans l'ouvrage, c'est celui d'innovation sociale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là et puis comment est-ce que ça se traduit très concrètement dans le champ de l'écologie et de l'environnement? L'innovation sociale, c'est l'idée d'être systématiquement à l'écoute des signaux faibles de notre société
et faire en sorte d'apporter de nouvelles réponses. Alors, il y a des dispositifs qui existent depuis longtemps, mais qu'il faut faire évoluer. Lorsque vous gérez un centre d'hébergement d'urgence, pour SOS, c'est 10 000 personnes qui sont en permanence hébergées sur l'ensemble du territoire dans nos centres d'hébergement d'urgence. Il y a 40 ans, on hébergeait des quinquagénaires, souvent un peu alcoolisés, plutôt autour de la cinquantaine, qui venaient se mettre à l'abri pour l'hiver et qui repartaient sur les routes au moment de l'été. Aujourd'hui, un tiers de ces hébergés ont moins de 25 ans. Donc ce sont des jeunes, souvent sortis de l'aide sociale à l'enfance, qui se retrouvent sans aucune espèce de projet, de solution de logement, etc. Évidemment, on ne peut pas les traiter comme il y a 40 ans, on traitait l'hébergement d'urgence. Il faut leur faire découvrir des nouveaux métiers, leur faire découvrir des nouveaux espaces de vie, c'est-à-dire qu'objectivement, tous ces métiers autour de la nature et de l'environnement, ça peut apparaître naturel pour un gamin qui est né dans un milieu rural. Si vous êtes né au pied des tours, vous pouvez en rêver, l'imaginer, mais c'est pas une pratique. Donc, permettre, avec des écoles adaptées, nous gérons y compris des écoles d'enseignement supérieur comme l'école de paysage de Paris, de savoir qu'il y a de vrais débouchés, qu'on peut faire une vie dans les métiers de l'environnement et effectivement amener des formations sur ces différents métiers qui aujourd'hui n'existent pas vraiment et qui demain permettront à sans doute des centaines de milliers de personnes de trouver des jobs dans ce qu'on appelle la transition écologique. Donc ça, ce sont des métiers qu'il faut inventer et construire des solutions pour faire face aux besoins. Alors vous parlez d'innovation sociale, mais il y a aussi l'innovation technologique qui est toujours là. Là aussi, comment est-ce que pour vous, ça peut être une partie de la réponse sur les sujets dont on parle aujourd'hui? Encore une fois, l'innovation technologique ne doit pas être considérée comme l'alpha et l'oméga de l'évolution, et en même temps, la rejeter en bloc, ce serait signe d'obscurantisme. Aujourd'hui, on parvient avec des drones, en survolant des terres agricoles, de repérer les terrains qui ont besoin d'eau et d'arroser uniquement les terrains qui sont en manque d'eau. Donc le stress hydrique repéré par un drone, ça permet tout simplement d'arroser 3 hectares au lieu d'arroser 40 hectares. Donc je pense que ce sont des innovations technologiques, clairement, et en même temps, ça permet de faire face au stress hydrique dans lequel nous entrerons dans les années à venir. Et là aussi, toute évolution techno qui permet de faire face à ça, ça permet de faire avancer la société tant sur le plan environnemental que sur le plan social, parce que faire voler des drones, aujourd'hui, c'est un métier, et c'est peut-être un des nouveaux métiers de la transition écologique. Très bien, alors une dernière question. On est à quelques semaines à peine de l'ouverture d'une prochaine COP. Certains sont peu optimistes sur nos capacités à avancer à cette occasion-là, et notamment du fait d'un contexte géopolitique et international particulièrement bouleversé. Vous qui êtes sur le terrain tous les jours, qui voyez un petit peu ce qu'ils font, les acteurs, en France et à l'international, je le précise parce que votre groupe est présent au-delà de nos frontières, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses avancent et que surtout les mentalités et les comportements évoluent? Il faut être ni pessimiste ni optimiste, mais en tout cas peut-être l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire à la fois sur le terrain, évidemment, on agit dans l'urgence et dans l'immédiateté des besoins, et en même temps, si la prise de conscience au niveau international, si les différentes COP existent, ça permet de faire évoluer, entre autres, la machine institutionnelle particulièrement complexe au niveau international pour faire avancer nos sujets. Donc, encore une fois, travailler sur le terrain et faire évoluer le cadre et faire évoluer surtout la prise de conscience des uns et des autres sur l'impérieuse nécessité d'agir vite. Et ça, tout ce qui va dans ce sens-là est bienvenu. Très bien. Écoutez, merci infiniment Jean-Marc Borrello. Je rappelle que vous êtes l'un des co-auteurs de cet ouvrage. L'important, c'est toujours le CO2 qui est paru aux éditions Débat Public. Merci beaucoup. À vous.